Bonjour Général de Lavarde et bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour Nicolas et bonjour à tous vos auditeurs. Alors je rappelle que le général de Lavarde était l'ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle. C'est un Saint-Cyrien. Je crois que vous avez fait l'essentiel de votre carrière, sinon à la Légion étrangère et dans les chasseurs alpins. C'est en tout cas ce que j'ai retrouvé sur le net. Oui, c'est exact. Oui. Et puis aussi, surtout en état-major, dans le renseignement et dans la formation des jeunes. Formation des jeunes. Ah oui, des jeunes officiers. C'est important, cette transmission justement, entre autres des valeurs militaires et puis même de la technique militaire, tout simplement. Avant même de parler de valeurs, il faut déjà apprendre à se battre. Général de Lavarde, je suis heureux de vous avoir aujourd'hui. Nous vous avions eu il y a quelques semaines déjà avec François Martin, d'ailleurs sur Radio Courtoisie, dans le libre journal de géopolitique profonde. François Martin, le géopolitologue, qui sort un nouveau livre, on va en parler, viendra nous rejoindre à partir de 8h et vous pourrez échanger tous les deux. Mais je voulais avoir quelques minutes avant, pour moi tout seul, le général de Lavarde. Général de Lavarde, la situation est grave au Proche-Orient. Tous les jours apportent ses surprises, et c'est toujours des mauvaises surprises. On pense à chaque fois à nos spécialistes dire mais non, il n'y aura pas d'intervention terrestre à Gaza. Mais non, il n'y aura pas d'intervention à Beyrouth. Non, il n'y aura pas de bombardement. Non, il n'y aura pas de décapitation, qui est un élément favori, on le sait bien, des Israéliens. On ne sait, bah oui, mais jusqu'où ça va aller cette histoire, général, d'après vous qui connaissez bien la région? Oui, alors bon, d'abord j'ai passé 2 ans, il y a longtemps certes, comme officier dans la région au sud Liban, une fois comme commandant de bataillon de l'ONU et une autre fois, un peu plus longue, comme patron du renseignement de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Donc, je connais bien la région, je connais tous les villages du Liban, on va dire tous, et je connais également tous les villages d'Israël et de Jordanie et en tout cas une petite partie de l'Égypte. Donc, et la Syrie, bien sûr, dans laquelle je me suis déjà rendu 2 fois. Donc, on a affaire dans ce conflit à une petite équipe d'hommes, en fait, qui est au pouvoir en Israël et qui est manifestement extrémiste, sioniste extrémiste, et qui a décidé donc d'accomplir son plan, de réaliser son plan. Et donc, dans son plan, bien sûr, il a des empêcheurs de réussir en rond, comme l'Iran, et il s'agit donc de l'adversaire ultime, c'est l'Iran. Et pour ça, bon, il faut qu'il y ait tout un enchaînement et tout ça est très bien planifié. Pour planifier les choses, ils savent le faire. Ils ont également des appuis sur lesquels ils peuvent compter, des appuis qui ne se sont pas démentis depuis on va dire depuis un demi-siècle, depuis 1963, depuis l'arrivée au pouvoir de Lyndon Baines Johnson, on a qui était un membre de la confrérie, on va dire, Israël a bénéficié du soutien inconditionnel des États-Unis au point que je vais jusqu'à dire aujourd'hui que les États-Unis sont devenus au fil du temps et au fil de la montée des néocons dans le système US, ils sont devenus un proxy d'Israël. Ça, c'est clair. Et on le voit, que ce soit du côté républicain ou que ce soit du côté démocrate, les élites américaines soutiennent inconditionnellement Israël pour une raison très simple. C'est que tous les gens qui sont au Congrès et qui sont les législateurs américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, une large part d'entre eux, une majorité d'entre eux, doivent leur élection à l'appui des lobbies pro-Israël. Ce n'est pas moi qui le dis, ça a été documenté. Il y a eu des études de l'universitaire et du célèbre géopoliticien John Mearsheimer
qui dénonce clairement cet état profond et qui le nomme. Hein. Et puis, bon, il suffit de regarder aujourd'hui tout l'entourage, en fait, de tout le département d'État américain pour s'apercevoir que ce département d'État américain est tenu par des néoconservateurs, mais également par des sionistes. Néoconservateurs et sionistes, les deux mots allant de pair. Hein. Et donc, quand on a les États-Unis derrière soi et qu'on s'appelle Benjamin Netanyahou, qu'on est au pouvoir depuis, là aussi, très très longtemps, hein, ça fait plus de 20 ans que Netanyahou fréquente les plus hauts postes du pouvoir en Israël, hein, eh bien, les choses tournent à la manière dont Netanyahou et son équipe d'aujourd'hui souhaitent qu'elles tournent. Et donc, la guerre, il faut bien le dire, hein, ça n'est pas la résultante d'événements qui se sont produits. Non, la guerre, c'est la résultante de la volonté de Netanyahou et de son équipe de fous furieux, hein, qu'on peut citer. Hein, vous avez Yoav Gallant, vous avez Smotrich, vous avez Ben Gvir, hein, qui sont des fous furieux. Hein. Et ces gens-là, à eux seuls, réussissent à manipuler un peu tout le monde, à manipuler leur opinion publique, bien sûr, à la chauffer à blanc avec les médias, mais également de chauffer à blanc l'Amérique, et puis, bien sûr, de chauffer à blanc les vassaux de l'Amérique, dont la France, hein, dont la France et l'Union européenne, les grands leaders de l'Union européenne. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'élite. Aujourd'hui, l'élite de la gouvernance européenne, c'est aujourd'hui une élite pro-sioniste, hein, sans aucun problème. Hein. Il suffit de regarder les nominations des ministres, hein, et de regarder les noms des ministres et leur curriculum vitae. Hein. Donc, vous avez des gens qui sont fermement et absolument avec les sionistes israéliens, c'est-à-dire avec Netanyahou. Hein. Jamais M. Macron n'ira contre la volonté de Netanyahou. En termes de puissance et d'influence, entre M. Macron, c'est un petit garçon à côté de Netanyahou. Netanyahou, lui, il a l'Amérique derrière lui. Et l'Amérique, c'est le patron de la France. Donc tout ça, il faut bien prendre en compte tout ça. Alors, jusqu'où ça va aller? Eh bien, jusqu'où ça va aller? Ça va aller jusqu'à ce que Netanyahou, un jour ou l'autre, finisse par aller tellement loin et avoir tellement d'ennemis, parce que chaque jour qui passe, de nouveaux ennemis. Il se fait des amis tous les jours, c'est certain. Il ne se fait pas d'amis en faisant ça. Le monde entier regarde, et il regarde ça de manière effarée. Mais Netanyahou, sûr de lui, insolent, dominateur et sûr de lui, va à la tribune de l'ONU, ment et hontément. Hein. Vous vous souvenez des mensonges de Colin Powell au Conseil de sécurité de l'ONU? Eh bien, Netanyahou fait la même chose. Il nous a ressorti, il y a quelques jours, devant la tribune des Nations Unies, la fameuse histoire des 40 bébés là, qui auraient été démembrés, passés au four, etc., etc. C'est un mensonge, tout le monde le sait, la planète entière le sait. Mais Netanyahou, sûr de lui, hein, continue à asséner ça à la tribune de l'ONU en disant on a affaire à des barbares. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais comme il a repris le mensonge des bébés, c'est un peu ça qu'il a dit. Donc, on rappelle, mon général, que c'est le prétexte à la fois d'Israël et puis de l'ensemble du monde politico-médiatique occidental. Le 7 octobre est la cause de tout ce qui est arrivé par la suite. C'est ce droit imprescriptible d'Israël à se défendre. On est un peu dans les mêmes narratifs que le 11 septembre. 2001, où, et d'ailleurs plus près de nous, un virus qui provoque un confinement et ensuite une injection généralisée pour l'ensemble de la planète. On est sur des narratifs cousus de fil blanc. Oui, exactement. Hein, vous avez totalement raison. C'est tout à fait ça. Hein. Ça n'est pas surprenant non plus que les médias du monde occidental, hein, attention, reprennent ces narratifs en chœur et en meute, comme je le dis. Hein. Qui contrôle la meute médiatique? Hein? Qui contrôle la meute médiatique? Ben aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Hein? Et le malheureux qui m'avait posé cette question et répété la question
à plusieurs reprises sur CNews, il doit aujourd'hui se mordre les doigts que le monde entier découvre enfin qui contrôle la meute médiatique. Et on le voit tous les jours. Regardez votre télévision, regardez, et puis examinez aussi, tant qu'à faire, hein, les curriculum vitae de toutes ces personnalités, des poupées Barbie et des Ken qui nous présentent les journaux télévisés, hein, et en reprenant systématiquement le même narratif, celui de la gouvernance israélienne. Israël a toujours raison, hein, c'est le pays qui ne peut pas mentir. Eh bien, je regrette. Et moralement supérieur à tous ses voisins. Je l'entends tous les jours sur les chaînes d'infos en continu. Oui, vous savez, bon, moi j'ai vécu dans la région, hein, pendant 2 années. Hein, j'ai fréquenté, bien sûr, la totalité des partenaires ou des adversaires d'aujourd'hui. Hein. J'ai fréquenté les patrons du Hezbollah de l'époque, dont feu Hassan Nasrallah. Hein, j'ai fréquenté également les Israéliens de l'époque. Hein, j'ai visité tous les camps palestiniens de l'époque, enfin qui sont encore là aujourd'hui, bien sûr, hein, puisque ce sont des prisons à ciel ouvert. Et j'ai toujours été accueilli dans les camps palestiniens, hein, par les qu'ils soient palestiniens chrétiens, parce qu'il y en a aussi beaucoup, hein, ou palestiniens musulmans. J'ai toujours été accueilli avec une grande chaleur. Ces gens-là n'avaient rien et ils partageaient tout. Eh bien, je regrette, hein, j'ai été aussi visiter Israël, hein, à de nombreuses reprises. Je vous l'ai dit, je connais à peu près tous les villages, toutes les villes d'Israël. Hein. Eh bien, l'accueil n'est pas le même. Hein. On ne se sent pas du tout accueilli de la même manière, au point que quand je suis arrivé en Palestine, hein, je vais vous faire une confidence, hein, j'étais pro-Israël, à mort. Hein. Je considérais que, bien sûr, je me fondais pour être pro-Israël sur l'histoire récente, c'est-à-dire l'histoire qui était récente à l'époque pour moi, c'est-à-dire l'histoire, les films du genre Exodus qui m'avaient ému, les victoires de Moshe Dayan qui, en tant que militaire, me parlaient beaucoup. Hein, donc, j'étais dans cet esprit-là, hein, d'un petit peuple qui essaye de se faire sa place, etc., au Proche-Orient. Eh bien, en 6 mois, j'ai changé d'avis. Je suis aujourd'hui d'un avis diamétralement opposé. Hein. C'est-à-dire que ils m'ont fait changer d'avis. Comment j'ai changé d'avis? En ouvrant mes yeux et mes oreilles. J'ai regardé ce qui se passait en tant qu'observateur qui se voulait impartial. Et puis, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible, c'est pas ce que j'imaginais. Et je n'étais pas le seul. Mes 600 soldats qui sont arrivés pro-Israël à l'époque, hein, sont repartis anti-gouvernance israélienne. Contre la gouvernance, pas contre le peuple. Le peuple israélien, il est comme tous les peuples, il est manipulé par ses médias, il est manipulé par ses dirigeants. Mais moi je parle là des dirigeants. Hein. Et je ne pouvais pas être. Et il n'y avait pas que les Français. On était 8 nationalités différentes. Il y avait des Norvégiens, des Suédois, il y avait des Irlandais, il y avait des Italiens, et des Finlandais, des Ghanéens, des Fidjiens, des Népalais. Eh bien, tous ces gens-là, je peux vous l'assurer, ils sont repartis contre la gouvernance israélienne parce qu'ils ont fait comme nous, ils ont ouvert leurs yeux et leurs oreilles. Hein. Et c'est bien ce qui dérange d'ailleurs, c'est bien ce qui dérange Israël. Hein. Israël vient d'interdire de séjour sur le territoire israélien Antonio Guterres, le patron de l'ONU, hein, le secrétaire général de l'ONU. Pourquoi? Eh bien, parce que l'ONU, c'est quand même, bien sûr, elle est impuissante, bien sûr, c'est compliqué pour elle, mais elle est dérangeante parce que elle produit des témoins. Tous les gens de l'ONU qui ont servi là-bas ont été témoins de ce qu'ils ont vu. Et des Français qui ont servi là-bas, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y en a eu 1000 par an pendant 40 ans. Donc, il y en a eu 40 000 et peut-être davantage. Ces gens-là, quand ils sont rentrés en France, ont parlé à leur famille.
hein, et tout ça, ça ne produit pas des amis d'Israël. Je regrette, hein, c'est comme ça. Donc, voilà. Bon, bah, je pense, mon général, que vous avez parfaitement planté le décor. Ça va me permettre, dans ce très léger intermède, et bien sûr, nous allons continuer à échanger, d'admettre maintenant dans le studio notre second invité. Je voulais vous avoir quelques minutes pour que vous plantiez le décor, parce qu'on ne vous a pas souvent. La personne qui arrive maintenant est on va dire, il a son rond de serviette dans cette matinale et sur GPTV en général. C'est François Martin qui vient avec nous maintenant. Voilà, bonjour François, bienvenue dans cette matinale. Bonjour cher ami, bonjour mon général, je vous écoute toujours avec une délectation absolue. Bonjour François, et moi pareil, parce que j'écoute aussi, en effet, j'écoute aussi tout ce qui se passe sur le net, hein, et tous les gens qui parlent en faveur ou en défaveur de tel ou tel camp. Et bon, je dois avouer que nous avons certainement beaucoup de convergences. Oui, tout à fait. Et je dois dire juste. Je rappelle à François Martin, quand même, la présentation, c'est le minimum pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore sur GPTV, géopolitologue, revue Le Nouveau Conservateur avec Paul-Marie Couteau, tout comme le Club Leteria. Ses livres, et il faut quand même le dire parce qu'il vient d'en sortir un tout nouveau, tout beau, tout chaud. Il y a l'ancien qui avait vraiment planté les choses, le décor, comme j'aime à le dire, un basculement du monde, hein, l'Ukraine, un basculement du monde. Édition Jean-Cyril Godefroy, c'est son éditeur historique, et ce sera toujours aux mêmes éditions que vient de paraître Le Temps des fractures. Il viendra aussi à un moment donné là-dessus. Avec le suivant. Mais voilà, François, je te laisse parler déjà quelques minutes, et puis après, un échange pourra s'entretenir entre vous deux. Oui, une remarque préalable, c'est que moi, j'ai fait exactement le même parcours que le général, sauf que je l'ai fait, moi, à l'occasion de la guerre. C'est-à-dire, j'étais évidemment, comme le monde entier, je dirais une grande partie, dans le cadre du narratif israélien et israélite sur le peuple victime du monde, etc. Et je dirais que c'est là-dessus qu'a grandi et que s'est installé progressivement l'État d'Israël avec ce que j'appelle son crédit victimaire, acquis au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est que Israël n'a pas, il faut à un moment donné transformer sa victoire psychologique ou sa victoire militaire en victoire politique. Les grands, c'est cela. C'est pour ça que moi, je mets des bémols à Napoléon, parce qu'il n'a pas su transformer ses victoires militaires tellement importantes en victoires politiques. Quand on ne sait pas transformer en victoire politique, eh bien là, l'État d'Israël avait quelque chose de formidable, exceptionnel, c'est ce crédit victimaire dont il s'est servi. Mais ensuite, il faut être capable de perdre quelque chose sur le plan militaire pour transformer sa victoire militaire éventuellement en victoire politique. Donc, il faut accepter de négocier. Et ça, c'est pas ce qui s'est passé. Et l'avantage moi, j'étais donc là-dedans. Et la guerre m'a fait ouvrir les yeux complètement. Et cet acharnement absolu sur Gaza a ouvert les yeux du monde entier, et les miens, en fait, complètement. Et on s'est aperçu que ce peuple élu, ce peuple, etc., était totalement incapable de compassion, de négociation. Enfin, je rappelle le discours de Phnom Penh. Depuis le début, on voit que cette question militaire n'a pas de solution militaire, elle n'a qu'une solution politique. Donc, à un moment donné, des gens sensés se disent, bon, qu'on essaye au début d'éradiquer le Hamas, c'est une chose, mais à partir du moment où on n'y arrive pas, on ne continue pas à bombarder la population civile, à dire on va les affamer, on va leur couper l'eau, comme ils ont dit dès le début. On ne dit pas le fait d'envoyer une bombe atomique est une option. On ne dit pas moi, ça ne me dérange pas de la famine de 2 millions de personnes, ça ne me dérange pas. On ne dit pas ce sont des animaux humains. Enfin, tout ça, ça traduit quand même une façon de voir les choses qui annihile complètement le crédit victimaire en question. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'amène à dire,
d'une part que le narratif du général est le bon, et d'ailleurs la partie de la planète qui croit à ça est de plus en plus faible, de plus en plus faible. Tout le reste du monde, y compris l'Inde d'ailleurs, qui est naturellement pro-israélienne, a compris, enfin, tout le monde a compris ce dont il s'agit. Et puis, c'est surtout sans issue, c'est totalement sans issue. Donc, voilà. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai creusé un peu les choses. J'ai été voir l'histoire. J'ai fait un premier article, un deuxième article. Je me suis aperçu ce que c'était que le sionisme. Je me suis aperçu ce que c'était que la Nakba. Je me suis aperçu, et je veux dire, mes yeux se sont ouverts. Distillé. Oui, complètement. Attends, ce qu'on nous vend depuis des lustres, c'est totalement faux. Donc, voilà, donc j'ai fait le même parcours à ma façon. Alors, j'avais quelques oui, petites... Ouais, vas-y. Alors, j'ai des remarques à faire, mais je les ferai peut-être après. Non, alors, plutôt les remarques. Et après, avec le général, je veux vraiment qu'on réponde qu'on fasse de la prospective. J'ai même une question d'auditeur à un moment donné à vous poser. Donc, si, continue, François. Très important. Alors, une chose à dire, un petit bémol, je dirais. Je partage évidemment l'avis du général en ce qui concerne les sionistes américains, mais je dirais que les choses sont en train de changer par rapport aux populations juives elles-mêmes, aux États-Unis et ailleurs, parce que la conséquence du fait que ce crédit victimaire est totalement disparu et qu'aujourd'hui, les Israéliens et Netanyahou apparaissent de plus en plus comme des génocidaires, ceux qui sont, il faut bien dire, quand on rase les 19, encore une fois, les 19 cimetières de Gaza au bulldozer, c'est pas parce qu'on espère trouver des terroristes cachés dans les cercueils, c'est parce qu'on veut éradiquer une population, une civilisation avec tout son mode de vie, ses mosquées, ses écoles, etc. Ça s'appelle du génocide. Même si le tribunal pénal international ne le dit pas totalement, il ne dit pas c'est du génocide, il dit les conditions sont réunies pour le génocide, mais ça veut dire la même chose. Donc, en fait, il y a beaucoup d'Israéliens qui se disent, mais attends, moi, je ne veux pas avoir une tache sur mon costume pendant 100 ans pour que un jour, et ad vitam aeternam, on me dise, attends, comme on disait à Joe Biden, Genocide Joe, on dit I'm a Jew, ah yes, you are a genocide Jew. Donc là, il y a un certain nombre de gens qui ont très peur de ça, et ils ont raison. Et je pense qu'aujourd'hui, de même qu'il y a des Israélites non sionistes, et je pense qu'il y en a de plus en plus, chez ceux qui l'ont toujours été ou qui ne l'ont jamais été, ceux qui le sont de moins en moins, mais de même, il y a des non-israélites sionistes. Et je pense que le problème aujourd'hui, je subodore, même si je n'ai pas de connaissance très précise du système américain, que le problème vient beaucoup aujourd'hui des évangélistes, peut-être plus que des Israélites aux États-Unis. C'est-à-dire que là où je suis d'accord, c'est que toute la nomenclatura qui est autour de Biden et qui sont en même temps les marchands de canons ou les porte-paroles des marchands de canons, eux, ils savent que là, il y a une belle plaie purulente et plus ça pète, plus on fait d'argent. Donc, eux, c'est en même temps, je dirais, leurs convictions et leurs intérêts, comme c'est toujours le cas. Et souvent, on cache l'intérêt derrière la conviction, parce que dire je suis là pour faire du fric, ça ne fait pas bien. Donc, si dire je défends le droit d'Israël à se défendre, ça permet de vendre le conflit aujourd'hui et suite demain si on arrive à le faire grandir. Ça, c'est la première remarque. Il faut avancer, hein, François. À 9h15, l'émission est finie. Hein. Oui. Deux petites remarques rapides. Une première remarque, c'est sur le fait que les rapports entre les États-Unis et Israël. Je pense que la situation actuelle qui consiste à dire d'un côté, attends, n'y va pas, et puis de l'autre, oui, il faut que j'y aille, c'est pas Israël qui mène les États-Unis. C'est une théâtralisation, en fait, de deux personnes, deux jumeaux qui font qu'une seule personne, en fait. Donc, on fait semblant de l'un dit bleu et l'autre dit rouge, mais en fait, il y a une imbrication totale.
il y a une imbrication totale. Donc, le système américain est extrêmement, je dirais, hypocrite là, sur ce point. Et la dernière remarque, et après je te rends la parole, c'est que il faut aussi faire très attention à la question de la médiatisation, parce que je dirais que la puissance de nos médias, aussi bien politiques que commerciaux, je rappelle que les médias modernes, c'est pas l'argent qui est au service des médias comme autrefois, où on cherchait la vérité, on cherchait à trouver les choses, et l'argent servait, et la publicité servait à rendre la diffusion moins chère pour élargir. Mais il y avait un service de la vérité. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout, parce que c'est plus l'argent qui est au service des médias, c'est les médias qui sont au service de l'argent. Donc, on a intérêt à gonfler. Plus on gonfle, plus c'est bon, parce que c'est le pognon qui est le plus important. Donc, je dirais qu'il y a une course à l'échalote et il y a une course à l'exagération qui est naturelle. Et je pense que le fait de dire attention, c'est la guerre mondiale, c'est la guerre mondiale, c'est la guerre mondiale, c'est une profession qui est auto-justificatrice. Ou autoréalisatrice. Autoréalisatrice. Et ça, c'est très grave. Donc, oui. Il faut que nous fassions très attention à regarder de très près ce qui se passe effectivement pour pouvoir dire, attends, que nous craignons tous la guerre mondiale, en fait, elle est déjà là, mais la guerre nucléaire, quand on dit ça, bien sûr, on le craint tous, mais est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'elle le soit? Est-ce qu'on va vraiment dans ce sens-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et moi, je ne le pense pas, justement. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.